Bonsoir à tous. Donc, je me lance. Je voulais poser une question à Monsieur Robin, donc en tant que maître d'ouvrage, parce que il a parlé donc des indicateurs. Vous avez parlé des logements sociaux. Vous avez parlé de la proportion entre collectif et individuel. Vous avez parlé des indicateurs. Vous avez parlé de la relation entre l'architecte et l'habitant, qu'on n'a pas dans le logement social. On a finalement assez peu de retours dans les indicateurs que vous avez. Est-ce que vous faites des mesures? Est-ce que vous faites des appréciations, des plans? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des retours par rapport à différentes propositions qui sont faites, certains logements innovants que vous avez montrés? Est-ce qu'il y a un retour des locataires par rapport à vous-même et par rapport aux architectes avec lesquels vous travaillez? Oui, alors effectivement, systématiquement, quand un locataire arrive, il y a une enquête de satisfaction qui est faite 3 mois après son entrée. Et quand il sort, il y a également une enquête qui permet de savoir les raisons pour lesquelles il est parti et ce qu'il a pu penser. Donc on a effectivement des analyses sur ces questions. Alors, pour revenir plus concrètement à cette problématique des plans à partir de là, l'exemple que je vous ai montré de Louviers, en fait, on a un taux de rotation qui est de 18% sur cette opération, mais qui est pas lié à l'architecture. Parce qu'en fait, quand il y a quelqu'un à qui on va attribuer le logement, on lui montre d'abord l'appartement. Et là, c'est tout de suite l'adhésion ou le rejet. Il n'y a pas 36 solutions. Mais c'est massivement l'adhésion pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Après, les gens s'en vont parce qu'à Louviers, il n'y a pas forcément trop de boulot et que, voilà, à un moment donné, il y a aussi cette réalité-là qui intervient. C'est pas pour des raisons architecturales. En revanche, nous avons également une autre opération intéressante qui est la Citadelle Douce à Hérouville, je ne sais pas si vous savez, c'est tout ce qui est derrière la mairie, où là on a des pièces triangulaires. Alors essayer de meubler une pièce triangulaire, même s'il faut abandonner les représentations habituelles, j'en conviens, n'empêche que mettre des meubles dans une pièce triangulaire, ça devient très vite très compliqué. Donc là, par contre, on a effectivement une typologie qui s'adresse à une population très particulière, parce qu'on est plus sur du loft finalement. Et donc, la famille, j'allais dire lambda, pour pas dire la famille normale, la famille lambda a beaucoup plus de mal à se projeter et à surtout exister dans un espace aussi complexe et très spécialisé finalement. Alors, Hervé Robin, puisque vous avez la parole, ne quittez pas le micro, parce qu'il y avait une question qui me brûlait les lèvres tout à l'heure quand vous avez parlé effectivement des logements Beneteau. J'avais trouvé que dans votre intervention, vous avez souvent loué le rapport architecte-maître d'ouvrage, ce qui était très bien, et en même temps, quel est ce rapport dans le cadre de ces logements Beneteau qui arrivent tout construits déjà? C'est une excellente question. Alors d'abord, il faut savoir que Beneteau a travaillé avec François Pellerin, hein, donc il y a un architecte qui a effectivement travaillé notamment sur la capacité à produire de la diversité à partir d'un module unique, notamment de la diversité sur le plan extérieur, c'est-à-dire la capacité à dire le module Beneteau, il peut devenir alsacien, provençal, normand, tout ce qu'on veut. Hein. Bon, je suppose pas que ça enchante mes voisins, mais c'est aussi cette réalité-là. Alors il y a des compositions qui sont faites aussi de modules, mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui est forcément figé et qui peut être figé dans le temps sur la Constitution. Alors peut-être Arnaud Lorjou. Bonsoir. Euh, Quelques remarques par rapport à ce qu'on a pu entendre ce soir. Finalement, on a parlé de normalisation du logement et Alain vient de nous parler de la normalisation des habitudes par rapport à la demande qui nous est produite par les maîtres d'ouvrage avec un certain nombre peut-être de réflexes qu'on hérite. Sachant que tout ça aujourd'hui se fait finalement au détriment de la pièce principale, qui est la pièce de séjour, qui aujourd'hui est finalement la surface d'ajustement de toutes les réglementations. Toute la réglementation se fait au détriment de la surface de séjour, une chambre qui devient de plus en plus grande, une salle de bain de plus en plus grande, un deuxième sanitaire, etc. Avec des questions un peu fondamentales aussi sur la question de l'adaptation des logements. Aujourd'hui, on fait l'adaptabilité des logements. C'est quand même une population qui vieillit. À quand une réglementation pour les personnes âgées aussi, qui sera imposable à tous les logements? Parce que finalement, la conduite de tout ça, c'est un logement, un modèle de logement adaptable à tout le monde. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, la pub de la C3 le montre bien. Finalement, aujourd'hui, il y a une diversité, une demande d'adaptation du logement aux besoins de chacune des personnes. Cette diversité de demandes,
elle questionne parce que on peut la mettre en parallèle avec ce que vous évoquez sur la répartition de la population, c'est-à-dire que il y avait une petite contradiction dans le tableau qui était présenté, c'est qu'on voyait à peu près 69% de personnes vivant seules ou en couple, donc ayant besoin d'une seule chambre, a priori, et une fabrication de 39% de T1 et T2. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup plus de personnes ayant besoin d'une seule chambre, utilisant des logements sociaux plus grands que leur besoin minimal, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a besoin, dans ces logements-là, d'une pièce en plus. C'est-à-dire que la demande des familles est une modularité du logement. Vous avez évoqué les familles monoparentales accueillant leurs enfants une semaine sur deux. On peut aussi évoquer tout ce parc de logements sociaux habités par des personnes âgées qui accueillent leurs petits-enfants de temps en temps, et donc qui ont besoin d'une chambre pour accueillir ces enfants. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas établir un dialogue avec une économie montante que l'on appelle l'économie du partage, qui se retrouve à travers le covoiturage, le Airbnb, tous ces mouvements de partage qui est basé sur le fait qu'on n'a pas besoin de posséder pour profiter, en se disant que est-ce qu'il ne faut pas réinterroger le fonctionnement du logement en proposant dans le logement social un certain nombre d'espaces à la location, à la demande. Imaginons par palier, on revient peut-être à des choses qui se faisaient autrefois, mais imaginons 2 logements avec des chambres communicantes entre les 2 logements qui puissent être utilisées en fonction de l'usage occasionnel de ces chambres. C'est-à-dire réinterroger aussi la façon dont les financements sont faits, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui l'État permette de faire de la colocation dans les logements. Et d'ailleurs, on le voit dans les pourcentages, il y avait moins de 1% en colocation, ce qui ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a pas besoin de colocation, mais c'est comme il n'y a aucune proposition dans ce sens-là, il n'y a aucune demande qui est générée par celle-ci. On ne fait pas de demande sur quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, je voulais faire un peu ce parallèle entre une économie montante qui est l'économie du partage, qui est aujourd'hui caractérisée par de nombreux économistes comme étant l'économie de demain, qui aujourd'hui est caractérisée énormément dans le fonctionnement quotidien. Et je me demandais si sur le logement social, il n'y avait pas moyen de participer à cette logique à travers la colocation de chambres, à travers une espèce de module intermédiaire entre le T2, le T3, le T4, où l'on puisse imaginer 2 familles louant en commun une chambre complémentaire pour accueillir l'un une semaine ses enfants, l'autre une semaine ses petits-enfants. Voilà, une ouverture. Alain, ça te fait réagir? Moi, je réagis de la manière suivante. Je ne comprends pas pourquoi la norme en France fait qu'on a un 3 pièces dans 65 mètres carrés, alors que en Chine, aujourd'hui, si on ne vit pas dans 250 mètres carrés, on n'existe pas. Pour vous dire la vérité, dans le programme pour l'ambassade de France à Pékin, l'ambassadeur avait un appartement de 96 mètres carrés. Voilà. Et j'ai maquillé les choses, changé, modifié. Il a un appartement de 300 mètres carrés. Et personne n'a trouvé à redire aujourd'hui. Mais en fait, dans le programme, c'était 96 mètres carrés. C'est quand même très, très étonnant. Et on trouvait ça normal. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, il y a peut-être une différence. On accepte peut-être à Paris de vivre dans des appartements plus petits, mais je ne vois pas pourquoi, dans ce pays, il y aurait la même norme à Paris, à Caen ou ailleurs. Ça me paraît aberrant. D'abord, je ne comprends pas non plus pourquoi les entreprises nous font des prix qui sont à peu près les mêmes partout. Donc, un peu de transparence sur la formation des prix. Et deuxièmement, un peu de dénormalisation de manière à ce qu'on se dise en fonction des situations, eh bien peut-être que c'est intéressant de venir à Rouen ou à Caen et avoir un appartement qui est comme les gens, les Français qui vont en Belgique et qui disent mais tu comprends, en Belgique j'ai 3 fois la surface que j'ai, que ce soit pour un atelier d'artiste, que ce soit pour un appartement. Voilà. Je crois que c'est plutôt comme ça que je verrai les choses, dans l'idée d'une dénormalisation. Et pour aller dans le sens de ce qui précède, il y a quand même une question qui est la question de l'indexation du coût du loyer sur la surface. Je pense que l'une des clés, elle est là, parce que
Moi, j'ai une expérience assez intéressante. J'ai assisté récemment à un concours. J'étais dans un jury de concours avec 4 projets et un concours, ce qu'on appelle un concours conception-construction. C'est-à-dire 4 entreprises, 4 maîtres d'ouvrage, 2 majors et 2 entreprises plus petites. 4 projets. Et entre les 2 projets qui restaient en lice, parce qu'ils étaient exactement dans le coup, pour le même coût, il y en a un qui faisait des 3 pièces de 70 mètres carrés, des distributions éclairées en lumière naturelle, en plus avec des menuiseries à lubois, avec du béton matricé, avec un niveau de prestation incroyable pour le prix. Pour le prix. C'est pas ce projet qui a été retenu. Pourquoi ? Parce que le bailleur social qui avait 20% du projet a dit non, moi, pas question, puisque mes loyers vont être trop chers. Donc on arrive à des aberrations comme ça, où le projet qui proposait pour le même prix des logements plus grands, donc tant qu'on n'aura pas à un moment réfléchi à comment faire évoluer ce principe, l'assouplir, on arrivera à l'aberration, que le projet qui a été choisi n'était pas mauvais. Il était exactement dans les surfaces, mais il était moins bon dans ses prestations et il était moins bon dans sa qualité constructive. Donc la question de l'indexation du coût du loyer, c'est peut-être ça qu'il faut interroger d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être ça qu'il faut moduler selon les régions. C'est peut-être, alors je sais que c'est une organisation, c'est une énorme organisation, mais tout est basé là-dessus. Oui, alors c'est exact. Alors juste un chiffre. La closerie que vous avez vue là, à Louviers, en fait, c'était construit en 2006, 896 € le mètre carré, hors taxe CHAB. Hein. Quand vous l'actualisez aujourd'hui, ça veut dire 990 €. Donc on voit bien que ce n'est pas un projet cher, alors qu'il offre une qualité tout à fait spécifique. Ceci étant, c'est avant les normes. Donc effectivement, ça fait déjà une différence. Bon. Donc c'est pas tellement le prix, je vous rejoins, moi, c'est pas tellement ça qui pose problème. C'est qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité contributive des gens à l'heure actuelle, des locataires. Quand vous avez en effet une famille avec 2 enfants, elle peut mettre à la 1231 € de revenus, vous avez beau faire tourner la PL, quand vous mettez 5 mètres carrés de plus à 6 €, eh ben ça fait quand même différence parce que les charges vont avec, etc. Et là, on commence à toucher des limites. On voit monter la paupérisation à la fois des demandes parce que famille, effectivement, décomposée avant d'être composée, famille décomposée, il ne faut quand même pas oublier cette étape, et qui coûte cher à tout point de vue. Voilà. Et puis également le fait que ensuite, ces travaux à temps partiel, etc., qui se développent aussi. Donc le butoir, certes, tout le système est fondé sur le loyer qui permet de financer sur le long terme la construction. Mais n'empêche que la base de départ, c'est la capacité contributive du locataire. Dès que vous multipliez la surface, et nous à l'heure actuelle, on a des normes minimum, je dirais, au niveau du groupe, c'est de dire un 4 pièces c'est 78 mètres carrés, un 3 pièces c'est 65 mètres carrés, mais en fait, avant les normes PMR, on était à 3 mètres carrés en dessous. Les normes PMR ont fait que pour que les couloirs soient suffisants, que les salles de bain, que les toilettes soient suffisants, il a fallu rétrécir le séjour. Donc en fait, pour arriver à garder quelque chose d'à peu près correct, on a augmenté les surfaces. Du coup, on a augmenté les loyers. Ce système est complètement absurde. C'est-à-dire que ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on atteint une limite dans le système des normes par l'absurdité que ça produit. Oui, oui. Alors attendez, on va vous passer un micro. Ça marche là ? Oui. Moi, j'ai l'impression d'entendre une histoire de la carpe et du lapin. Le lapin, c'est l'architecte. La carpe, c'est le locataire. Il me semble qu'il y a 2 approches. L'architecture, d'un côté, et l'approche sociale de l'autre. Et est-ce que ces 2 éléments peuvent se rejoindre ? Alors, je me permets d'intervenir parce que au démarrage de ma vie, j'ai été assistante sociale, donc un travailleur social dans un groupe connu dans l'île Seguin qui s'appelait Renault. Nous avions un grand nombre, et je rejoins M. Sarfati, de familles qui avaient fait un rapprochement, on faisait des regroupements familiaux avec des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, beaucoup de Kabyles. Et ce qu'on avait constaté, on leur donnait, je pense à l'opération de la tête du pont de Sèvres, à Boulogne, on leur donnait des magnifiques
4 pièces, 5 pièces quand il y avait des regroupements familiaux. 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Ce qu'on constatait, et je rejoins M. Sarfati, c'est qu'ils n'en avaient rien à foutre de ces 4 pièces, 5 pièces. Ce qu'ils voulaient, c'est recréer un lieu de vie. Et l'appartement devenait un village. Et ils abattaient des cloisons. Ils reconstituaient des salles de bain en lieu pour tuer le mouton. Ils n'utilisaient pas la baignoire. Ils préféraient se baigner dans des tubs en tirant un tuyau dans des choses très, très, très modernes. La tête du Pont de Sèvres a été conçue par des architectes connus. Et c'était remarquable, avec en escalier, des terrasses en escalier. Donc ce qu'ils voulaient, eux, alors là je parle d'une population très spécifique, ciblée, c'était reconstruire un lieu de vie adapté à leur culture. Et on a fini par faire des travaux, et là je pense à la Cyrnure, société immobilière Renault, qui avait toujours ses bons architectes. On a fini par abattre des cloisons aussi, mais créer des cloisons mobiles, en accordéon, pour que ces familles puissent revivre dans un appartement devenu un village. Alors, ça rejoint ce que vous disiez. On veut vivre dans un lieu de vie. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que les locataires sont conscients qu'il y a eu un architecte ? Je crois que la réponse n'a pas été complète de la part de M. Robin. Parce que je ne pense pas que les locataires qui s'inscrivent dans un logement social pensent à l'architecte. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans un lieu, dans un appartement. Peu importe s'il y a eu un architecte ou si ça a été fait industriellement ou que ce soit Beneteau ou architecte. Je pense que le locataire, il ne pense pas à l'architecte. Voilà. Moi, à part le mouton, pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais si vous voulez, c'est une telle image, la baignoire qui sert à stocker du charbon. Bon. Mais je crois très, très honnêtement que je ne sais pas pourquoi les bailleurs sociaux, les maîtres d'ouvrage, pensent qu'ils savent, ils connaissent leur clientèle. Voilà. Et moi, je suis absolument certain qu'ils ne la connaissent pas. Voilà. C'est très clair, ils ne la connaissent pas. Mais ils font fonctionner une norme. Et je vais vous expliquer comment on la comprend. On la comprend parce qu'à un moment donné, ils ne s'intéressent plus à leurs clients. Ils s'intéressent à leur patrimoine. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire. Pourquoi on a créé des ghettos, pourquoi depuis qu'il y a l'APL, on a regroupé les gens les plus démunis dans des endroits dans lesquels il y avait déjà de la vacance. C'était précisément pour éviter d'avoir de la vacance et toucher l'APL. Ça a créé les ghettos. Mais à partir du moment où on comprend que les maîtres d'ouvrage, avec leur patrimoine, jouent comme les grandes entreprises industrielles à se racheter, à se revendre, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est la valeur vénale de leur patrimoine. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir le revendre. Et la variation de la distribution, la qualité de l'espace, l'organisation des relations avec l'extérieur, les locaux communs, les halls d'entrée, tout ça ne compte pas. C'est le nombre d'appartements, le nombre de pièces qu'ils vont pouvoir vendre. Et vous voyez énormément d'ensembles qui passent d'un bailleur à un autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parmi les problèmes des opérations, il y a énormément de choses. Il y a la taille des opérations. Vous parlez de Boulogne, il y a au moins 2500 logements dans cet endroit. Voilà. Vous parlez de la culture. Alors la culture, c'est très intéressant. Quand un maître d'ouvrage me dit, quand un bailleur social, puisque c'est comme ça qu'on dit, moi je préfère que vous soyez un maître d'ouvrage, me dit, nous connaissons notre clientèle. Bon, d'accord. Et notre clientèle veut des cuisines fermées. Moi je ne crois pas une seconde. D'où vient leur clientèle ?
Elle vient d'Afrique noire. Ah bon? Et en Afrique noire, ils avaient des cuisines fermées, des salles de bain et des baignoires? Non. Donc, je pense que la moindre des choses, ce serait que quand on les reçoit, on puisse leur expliquer comment ça marche, on puisse leur dire ce qu'on leur offre et le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu passer à un moment donné une opération qui est à Nancy, qui s'appelle le boulevard Lobau. Et je profite de cette occasion pour rebondir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure. Il fut un temps où on pouvait faire des opérations expérimentales. C'était formidable, on pouvait faire 30 logements, 40 logements, 50 logements expérimentaux, et on pouvait les évaluer. Il y avait des financements pour les évaluations, et ensuite l'évaluation était éditée et diffusée. Donc on pouvait savoir des choses. Aujourd'hui, non seulement on est amnésique par rapport aux époques où il y a eu ce travail de fait, mais en plus, rien ne transparaît de ce qui se fait à droite, à gauche. Donc je pense que cette biennale est la bienvenue, précisément pour relancer un certain nombre d'idées qui sont un peu oubliées. À cette époque-là, on a fait 144 logements à Nancy sur une question, c'est est-ce que la diversité favorise l'appropriation? L'idée, c'est ils vont s'approprier. Est-ce qu'on s'approprie plus quand on offre quelque chose qui a une apparence de diversité, mais en plus quand il y a une diversité réelle dans l'organisation des logements au départ? C'était quoi la diversité? C'était avoir des cuisines qui étaient en tête, des cuisines qui étaient en second jour, des cuisines qui étaient fermées, des cuisines qui étaient ouvertes, dans des appartements qui, somme toute, il y avait une vingtaine de types d'appartements, mais il y avait à chaque fois des organisations différentes. Il y a eu une équipe de sociologues et d'ethnologues qui sont venus après l'entrée dans les lieux. Et le résultat a été catastrophique. Le résultat, c'est que, au bout de quelques mois, ils sont revenus en disant « les gens ne sont pas contents ». Ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? On ne savait pas. L'expérimentation prévoyait une nouvelle visite 6 mois après. Et 6 mois après, ils sont revenus, mais alors vraiment souriants, en disant « alors les gens sont ravis ». Et la réponse était la suivante. C'était comme ça ne ressemblait pas à du logement social, ils ont eu le sentiment que ce n'était pas pour eux, qu'on s'était trompé. Les gens allaient à l'office et disaient « mais attendez, vous avez compris qui nous sommes, ce qu'on veut, vous nous envoyez là-bas ». J'ai vécu exactement ça à Saint-Germain-en-Laye, dans une opération qui est montrée, dans un ensemble de logements sociaux. Je vous assure qu'il est au milieu de logements. Il y a Kaufmann & Broad, il y a Bouygues Immobilier, il y a chacun. Mais on ne se rend pas compte de ce que ce sont des logements. Et quand les gens sont arrivés, ils ont dit, mais nous, c'est pour l'immobilière 3F, ou le logement français, c'était le logement français, c'est pas cet immeuble. Alors ici, c'est ici. Et ils étaient sidérés. C'est-à-dire que ça, c'est la première chose. Si ça ne ressemble pas du logement social, c'est quand même bizarre. On a habitué les gens déjà à être en marge. La deuxième chose qui me paraît très très importante, c'est que de l'étude est ressortie une chose, c'est que l'organisme attribuait directement un logement et ne donnait pas le choix. Et donc, d'une certaine façon, ce qui revenait, c'était qu'ils étaient assignés à un numéro de logement, alors que l'opération était faite pour qu'ils puissent choisir. Et chose curieuse, ça affiche une pagaille pas possible, parce qu'ils se sont mis à échanger les appartements entre eux à partir du moment où ils ont compris, un, qu'ils étaient chez eux, et deux, qu'ils pouvaient choisir un appartement qui leur convenait. Et troisièmement, cette opération a plus de 15 ans. Chaque fois que je vais à Nancy, parce que j'y ai enseigné pendant de nombreuses années, chaque fois que j'y vais, on me prend par la main, on m'amène au village Lobau et on me dit « regarde, ça n'a pas bougé, c'est la plus belle opération ». Et les gens de Nancy ont fait un bulletin spécial pour... c'est pas encore inscrit à l'inventaire supplémentaire, mais ça le sera un jour. C'est une démonstration de ce que le logement et le logement social n'est pas déterminé de façon dans son esthétique uniquement par l'économie, mais il est déterminé par ce qui se passe dans la tête, un, des organismes, deux, des architectes.
Et je crois qu'il faudra vraiment que les choses soient dites et répétées pour qu'on accepte l'idée que la diversité, c'est la meilleure manière de rendre compte de la façon dont on se représente la société aujourd'hui. Je voudrais faire une remarque là-dessus, parce que c'est pas que nous sachions ce que pensent nos clients, c'est que nous voyons comment ils se comportent une fois qu'ils y sont. Parce que dans le duo dont on a parlé depuis le début de la soirée, le maître d'ouvrage et l'architecte, effectivement, il y a aussi l'utilisateur final, qu'il soit locataire ou qu'il soit propriétaire. Alors ça, c'est important, il y a des représentations qui sont fortes. Moi, je me souviens avoir, dans une époque antérieure où j'étais urbaniste, j'ai travaillé pour quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, voilà, je viens de racheter une boîte qui fabrique des plans de maison. Et mon problème, c'est que j'ai 90 plans de maison et qu'on m'achète toujours les 4 mêmes. C'est-à-dire que je fais 90% de mon chiffre d'affaires avec 4 plans, alors que j'en ai 90 possibles. Comment est-ce que je peux changer ça? Parce qu'il me dit, franchement, je vais vous dire, c'est quand même pas les plus beaux et c'est quand même pas les mieux. Bon, ça, personne forçait les gens. Personne n'assignait les gens à résidence là-dessus. C'était les gens qui venaient, qui choisissaient, qui regardaient, et ils choisissaient toujours les mêmes 4 plans. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi cette demande-là qui est exprimée. C'est-à-dire qu'il faut que culturellement on puisse évoluer. On évoquait tout à l'heure, on l'a vu dans tous les plans, on rentre par le jour, on ne rentre pas par la nuit. Il y a des pays où on rentre par la nuit. On passe d'abord, il y a les chambres, et ensuite on va au séjour au fond. Ça, c'est des choses qu'on n'a absolument pas. Donc, il y a bien des représentations qui sont fortes, et qui sont effectivement un puissant frein à certaines évolutions. Et il y a un autre point que je voulais dire aussi, c'est que moi je suis bien d'accord que le logement social, il ne doit pas être différencié de l'autre logement. Il y a quand même eu pendant une époque, surtout en région parisienne, c'était pas compliqué de trouver le logement social dans l'espace urbain, c'était le machin en couleur là-bas dont personne ne voulait, parce que justement, là tout le monde s'était déchaîné en termes d'expérimentation, tout le monde s'était déchaîné en termes d'innovation, et que du coup, ça donnait la stigmatisation dans l'espace, alors que moi, je me souviens avoir une discussion avec un architecte très connu, dont je ne dirais pas le nom, mais qui fait tous les grands concours internationaux, à qui je disais, je voudrais ravaler ça en ton pierre. Et il me disait, ah oui, mais ça fait bourgeois. Et je dis justement, moi, c'est exactement ce que je donne à mes clients, c'est qu'ils soient dans la ville comme les autres, et pas dans le machin en couleur là-bas, que tout le monde désigne du doigt. Donc, il y a aussi la représentation des gens qui doit être respectée. C'est pour ça que j'ai conclu tout à l'heure en disant qu'il faut faire attention à nos nécessaires expérimentations, parce qu'il faut. Il faut faire attention parce que ceux à qui nous adressons, ils n'ont pas forcément le choix, ils ont leur propre représentation, enfin, on l'a dit tout à l'heure, et il faut la respecter aussi et comment l'intégrer. Arnaud Lorjou. Oui, juste une remarque par rapport à votre exemple initial sur les 90 plans et les 4 choisis. C'est la force de l'habitude finalement. Dire que quand un client particulier vient voir un architecte avec une envie de maison individuelle, il vient avec un plan dans sa tête. Généralement, il construit une maison qui n'a rien à voir avec ce plan original. C'est-à-dire qu'il applique sur le logement, comme il applique dans sa vie, comme on applique tous dans nos vies, un certain nombre de modèles sociaux, de références que l'on a, qui ne sont pas nécessairement la manière idéale dans laquelle on aimerait vivre, mais qui sont finalement des habits confortables pour vivre en société. Quand vous dites que l'architecte et le logement social, le lapin et la carpe, sûrement pas. L'architecte n'a qu'un seul amour, et Emmanuel le disait il y a 15 jours, l'architecte n'a qu'un seul amour, c'est faire un logement qui soit habitable et qui corresponde à un besoin de vie aujourd'hui. On rêve tous de faire du logement social magnifique, avec des séjours traversants, avec le plan qu'on voyait en 53, qui est finalement un plan de pavillon parce qu'il est à triple orientation, qui aujourd'hui, en effet, sur l'épaisseur des logements, dans les contraintes budgétaires, sont compliquées, qui fait que l'on arrive à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Alain, c'est-à-dire à faire des logements de 3,60 m sur la profondeur du logement, donc des bâtiments, des salons qui font 3,60 m de large par 7 mètres de profondeur, ce qui devient un peu une aberration en termes d'espace de vie, parce que quand on commence à mettre les pièces et qu'on essaie de positionner un salon, un écran plat, un canapé, une table pour 4 personnes, finalement, cet espace a du mal à vivre, et la vraie richesse du logement, c'est la capacité d'habiter, tu l'as dit tout à l'heure, et la capacité aussi d'inventer sa vie dans le logement. On parlait du coût, de la conséquence du coût sur le logement, c'est ce que Vincent soulignait tout à l'heure. En effet, le raisonnement qui est de dire que le logement une surface est afféré à un coût,
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans la Cité Manifeste à Mulhouse, on a montré qu'on pouvait construire quasiment au même prix, plus grand, seulement en sortant de cette référence-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un logement fait 70 mètres carrés qu'il coûtera nécessairement plus cher. Par contre, pour le faire, il faut partir sur des évolutions. C'est-à-dire que, par exemple, à Mulhouse, on est sur des plans libres. On arrive à faire de grandes surfaces, mais il n'y a pas de cloison. Et ce choix, ça veut dire que les personnes qui y vivent vont réinventer une vie là-dedans. Ils réinventent des cloisons à travers des meubles, ils réinventent leur espace. Et finalement, on prend le risque de cette liberté d'invention. Aujourd'hui, la commande qui nous est faite interdit, quasiment, je me permets, même si le mot est fort, mais interdit cette invention. Le logement est désenchanté aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le logement, c'est un ensemble de modules préfabriqués par la norme et par les habitudes que l'on assemble pour créer du logement. Et on a tous envie, tous les architectes ont envie de réinventer le logement et de reposer la question, de se demander est-ce que vraiment aujourd'hui, avec la RT 2012, faut-il faire un balcon qui coûte extrêmement cher, ou est-ce qu'on ne peut pas allonger le séjour pour faire un vrai espace de vie plus grand, quitte à avoir une baie vitrée qui n'ait pas de balcon derrière, mais au moins on a un vrai salon qui fait plus grand que 18 mètres carrés. Cette question-là, aujourd'hui, on a du mal à se la poser parce qu'un salon de 18 mètres carrés fait que le logement va dépasser les 63 et ce qui est au-dessus des 63, on ne peut pas le financer. Donc c'est pour ça, c'est le propos que j'avais à l'origine sur cette économie du partage, et aussi sur se réinventer le logement, reposer la question du logement par rapport au mode de vie de sa société, et notamment de la société de demain. Parce qu'aujourd'hui, on construit pour des logements qui vont vivre pendant 50 ans, pour des bâtiments qui vont vivre pour 120 ans. On cloisonne tout, on fait des refends réguliers, etc. Mais comment vont évoluer ces logements? Donc il y a la société, les prémices de l'économie que l'on voit aujourd'hui, elle va conditionner la manière de vivre de demain. Beaucoup de jeunes qui travaillent dans nos agences, qui travaillent dans vos bureaux, utilisent le covoiturage, vont utiliser Airbnb pour aller se loger quand ils vont aller dans une ville. Ils vont utiliser un canapé dans le salon d'un mec qu'ils ne connaissent pas, qu'ils auront trouvé par Internet et avec lequel ils vont échanger un logement plus tard. Donc il y a des modes de vie qui évoluent et il faut que le logement, aujourd'hui, agrippe ces modes de vie pour trouver la solution du logement de demain. Et je crois que là, il y a une économie en termes de surface et de budget pour répondre aux attentes de tout, et notamment des nouveaux types de vie, monoparentales, grands-parents, avec des petits-enfants qui vivent loin et qui doivent dormir chez eux. Nous, tous. Nous tous, le problème, c'est que tout ça, au-dessus, il y a un raisonnement d'État. Aujourd'hui, tous les financements sont générés par l'État. Et donc aujourd'hui, la question, par exemple, de la colocation dans les logements est extrêmement compliquée. Il y a des expérimentations qui sont faites, très légères. En effet, sur les vieux pieux, mais on vit aussi d'espoir et on vit d'invention. Et c'est en ayant ces aspirations qu'on va réussir à changer les choses. On constate aujourd'hui dans des logements collectifs en ville, par exemple, des colocations d'adultes. Des gens qui sont seuls et qui louent ensemble donc, des grands appartements, de la reconstruction par exemple. Tout simplement parce qu'ils veulent aussi habiter ensemble et pas simplement être dans leur F2, dans un immeuble isolé, etc. On constate ce genre de forme d'habitat, des gens qui ont un travail, hein, qui ne sont pas forcément éligibles au logement social, mais qui sont adeptes de la colocation, parce qu'ils habitent en ville, ils ont un logement équipé, et ils partagent séjour, le frigo parfois. Et il y a des questions là dans la salle, donc on va... Pendant qu'on passe le micro, je voulais vous répondre, madame, qui est au deuxième rang, parce que vous disiez qui peut faire quelque chose. Je pense que c'est beaucoup au niveau des collectivités locales que les choses peuvent changer. Par exemple, un habitat participatif. Voilà, si vous permettez, développe... je voudrais juste intervenir là-dessus, sans vous couper la parole, mais parce que je voudrais parler ici au nom d'un collectif qui s'appelle Quand même toi, et qui a construit l'idée d'un vivre ensemble dans le cadre d'une économie qui est imposée en même temps qu'on la souhaite, une économie participative. Donc on a un groupe de 23 ménages, 23 familles, et on est maintenant dans la phase, et j'espère qu'à Caen on pourra réaliser rapidement la construction, c'est-à-dire on est dans la phase du concours d'architecture, de trouver un architecte qui réussira à concilier d'une part
le mode de vie en commun de locataires et de propriétaires, puisqu'il va y avoir à peu près 50% d'accession-location dans le cadre d'un PSLA, le plan social, location, acquisition, et d'autre part, des accédants directs. Donc il va falloir aménager ces deux modes d'accession au logement, qui sera un habitat participatif, c'est-à-dire avec des parties qui ont été conçues comme étant communes. Le hall d'entrée, une bibliothèque commune, et puis des ateliers, un cellier, des choses de ce genre. Donc l'idée qui a tourné dans les discussions, et ce qui motive ma prise de parole, c'est que la troisième entité entre l'architecte, le bailleur social et le maître d'œuvre, c'est bien est-ce que je vais appeler celui-ci le citoyen qui a quand même son opinion sur la chose, et qui de plus en plus peut-être l'émettre, cette opinion, et proposer. Enfin, voilà ce qui motive mon intervention. Merci de m'avoir écouté. Mais je pense qu'effectivement, c'était dans le sens de ce que je vous disais. Je crois il y a des collectivités locales qui favorisent l'habitat participatif, et c'est une forme nouvelle, effectivement, qui peut permettre de changer les choses. Je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, oui, il y a plein de questions. Non, parce que comme on enregistre et qu'ensuite vous pouvez tout retrouver sur le site des Belles Urbaines, il faut que ça soit au micro. Et je vous invite d'ailleurs, parce qu'on a commencé à mettre la première conférence est en ligne sur le site des Belles Urbaines, vous pouvez tout à fait aller voir ou revoir ce qui s'est dit le premier jour ici. D'accord. Alors, je parle dans le micro. La question que je me pose par rapport à deux réflexions qui ont été faites sur la forme des logements, la difficulté à mettre des meubles dans des pièces triangulaires ou dans des pièces un peu... Moi, je l'ai vécu, ça, personnellement. Mais l'important pour moi, c'était de vivre bien dans un logement avec de la lumière, avec du confort, des espaces de vie pour toutes les tranches d'âge, mais aussi dans un lieu où il était agréable de vivre. Donc c'est cette dimension-là qui n'est pas du tout développée ce soir dans le logement social. C'est l'envie d'habiter dans un endroit où il y a quelque chose autour du lieu où j'habite. C'est-à-dire qu'on peut habiter, là les photos qui défilent, on a tous envie d'aller habiter là-bas, mais qu'est-ce qui se passe dehors quand je sors? Qu'est-ce qui va faire que, en plus du logement, il va y avoir l'attractivité de venir habiter là? Et personnellement, quand je vois certaines réalisations urbaines, architecturales autour de Caen, je n'ai pas forcément envie d'habiter là, sauf si, autour de ce lieu-là, je sais que j'aurai une vie sociale, une vie d'échange, un vivre ensemble, comme ça a été évoqué par le monsieur là, juste avant moi. Donc quelle est la part que peut prendre un architecte, un maître d'ouvrage, dans cette problématique-là? Et quand vous dites on construit pour 50 ans, les questions qu'on peut se poser, nous, c'est mais les logements neufs qui sortent, comment ces gens-là vont vivre ensemble pendant 50 ans dans des espaces où il n'y a pas de lieu collectif? Il n'y a que des routes pour aller vers des ailleurs. Donc c'est ce questionnement-là. Alors Alain Sarfati va dire un mot. Moi, de mon point de vue, la question que vous posez, c'est celle du zonage aujourd'hui. C'est le fait que il y a dans les plans d'urbanisme des secteurs qui sont des secteurs d'habitat, d'autres d'activité. Or, pour avoir la qualité de vie que j'imagine vous souhaiteriez avoir, il n'y a que la mixité qui puisse nous permettre d'y accéder. Mixité, parce qu'il y aurait suffisamment... D'abord parce qu'il y aurait une densité suffisante, donc une population suffisante pour avoir des commerces, pour avoir des activités, pour avoir un environnement qui permette d'avoir des espaces publics de qualité. Voilà. Ça, c'est la première réponse. La deuxième chose que vous soulevez, c'est à l'intérieur même des ensembles de logements, les locaux communs. Je pense que vous vouliez parler de ça aussi. Ça, c'est très, très important. Alors, aujourd'hui, et c'est ça qui est... On n'en a pas du tout parlé, mais il y a beaucoup de choses à voir. Moi, j'ai travaillé sur des opérations dans rue où le bailleur social avait 1800 logements. Il y a un bailleur social qui a 1800 logements, 2000 logements, vous avez 2500 logements, c'est un patrimoine.
C'est extrêmement difficile de travailler et de ne pas se trouver dans une situation où on va démolir, où on va faire venir d'autres bailleurs sociaux pour pouvoir... Il faut vendre une partie du patrimoine, il y a des procédures qui sont extrêmement complexes. Pour réussir à faire en sorte que la qualité de vie soit la qualité des gens qu'on rencontre. Si on rencontre des gens différents, si on rencontre toujours les mêmes, effectivement, on risque de passer à côté de la vie. L'autre chose importante sur les locaux communs, c'est quand vous avez dans un immeuble de 6 étages, dans une cage d'escalier, 144 enfants, vous comprenez que la vie n'est pas possible. Donc le nombre d'appartements par cage est aussi un facteur de qualité. Donc tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a pas de question du logement. Mais c'est vrai, parce que c'est tellement complexe, on peut tellement rebondir, prendre les choses par tous les bouts, que dire il y a une question, j'y crois pas. Il y a une question du financement, peut-être, il y a une question de l'économie, il y a une question... Mais il y a tellement de choses que la problématique du logement, d'une manière générale, est à la fois une problématique urbaine, vous voyez, on vient de la poser, et en même temps une problématique comment dirais-je, de l'intimité, hein, du collectif, de l'intérieur. Donc, je crois qu'il n'y a pas une réponse unique, voilà. Il n'y a pas un archétype, il n'y a pas... Et tout ce qui a été terrible jusqu'à présent, de mon point de vue, c'est l'idée qu'on pouvait avoir un modèle, qu'on pouvait faire des maisons à La Rochelle et les promener dans toute la France. Ça, c'est, de mon point de vue, catastrophique. Comment est-ce qu'on peut, d'un côté, parler de développement durable, parler d'adaptation, d'une orientation à la situation précise dans laquelle on se trouve, et en même temps trimballer des conteneurs et dire ils sont comme ça parce que l'architecte a dessiné les façades comme ça à La Rochelle ou à Nantes, hein, parce que Pellerin est à Nantes. Je crois vraiment qu'il faut accepter l'idée que le logement, il se fait hic et nunc, hein, et qu'il y a un programme particulier à chaque fois, et qu'il faut sortir à la fois du mythe de la reproduction, de la répétition, qui engendrerait, nous a-t-on dit, des économies, ce qui est faux, de la taille des opérations, ce qui est faux. On véhicule un grand nombre d'idées reçues. Regardez, quand j'ai commencé, sur une opération de 1500 logements, on nous donnait 5 types de fenêtres. Aujourd'hui, le nombre de types de fenêtres n'a aucune raison d'être limité. Et encore moins quand il s'agit de construction en bois. Tout le problème, c'est d'avoir de bonnes raisons pour faire des fenêtres de tailles différentes. S'il n'y a pas de bonnes raisons, je ne vois pas pourquoi on le fait. Mais sans ça, la liberté, elle existe. Voilà, mais simplement, il suffit de se donner les moyens de la découvrir et de l'utiliser. Je crois qu'on est tous pris dans des schémas, dans des idéologies qui bloquent beaucoup la mécanique. Je ne vais pas reprendre la parole, je vais en terminer. Je vais vraiment vous dire une chose, parce que j'y crois énormément. Je pense que dans la tête des maîtres d'ouvrage, d'une manière générale, de ceux que l'on appelle le mouvement HLM, leur préoccupation pendant 30 ans, ça a été de produire dans le mouvement HLM, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque fois qu'on rajoutait une pierre, on la rajoutait pour montrer à la classe ouvrière d'une certaine manière, ou aux défavorisés, dirions-nous aujourd'hui, qu'on s'intéressait à eux et qu'on faisait des choses pour eux. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est un retournement complet, c'est de faire en sorte que ce qu'on fait pour eux soit exactement la même chose que ce que les autres font. C'est un vrai retournement de situation. Mais moi, je ne perds jamais de vue une chose, c'est que pendant qu'on essayait de produire de la diversité, eh bien, on invitait Bofill à faire des châteaux dans toutes les villes nouvelles. Et je me demandais pourquoi on faisait des châteaux et pourquoi ils voulaient faire un palais pour le peuple. Eh bien, c'est très simple. Un palais pour le peuple, c'est le familistère de Guise. C'est derrière Fourier. Et c'est Fourier qui est toujours là à espérer faire le bonheur du peuple malgré lui. Vincent Cornu.
je voudrais revenir sur l'intervention, là, sur une question quand même qui existe dans le logement social, c'est la question de l'interlocuteur. Et c'est le fait qu'effectivement, on n'est pas en rapport direct avec les habitants, le plus souvent. On construit pour une opération pour des habitants qu'on ne connaît pas encore. C'est une vraie question pour ça. Je pense que votre expérience est intéressante. Je voudrais citer pour ça l'expérience d'Evora. Et l'expérience d'Evora qui est intéressante parce que CISA, que vous connaissez sans doute, sur Evora, s'est trouvé confronté donc, à une maîtrise d'ouvrage avec des gens qui avaient vraiment besoin de logement. Il s'est retrouvé avec une confrontation directe et un échange direct avec une population très pauvre. C'est une opération au sud du Portugal. Donc on l'a présenté ici vous avez présenté, le 5 au soir, puisqu'il y avait un film sur CISA. Donc vous la connaissez, et vous connaissez aussi sans doute ce qui a fait que CISA a pu travailler, et sans démagogie. C'est-à-dire que CISA, c'était au moment de la révolution des œillets, et il disait, CISA était très clair, il disait le travail d'architecture, c'est un travail, c'est à un moment un travail, et l'architecte n'est pas la main du peuple. Il n'était pas dans cette démagogie-là. Et en même temps, il savait comment travailler avec un vrai échange. Pourquoi ? Parce qu'il avait travaillé sur des maisons particulières, qui étaient plutôt des maisons de bourgeois, avant la révolution des œillets, alors que d'autres architectes avaient plus de mal justement dans ce processus de participation, parce qu'ils étaient dans une espèce d'abstraction. Moi, il me semble que, et c'est une vraie question, moi, la façon dont je l'aborde parfois, parce que parfois, de fait, on ne connaît pas les futurs habitants, on ne les connaît pas. Moi, une question que je me pose souvent, c'est me dire, est-ce que moi j'habiterai là ? C'est à travers ça, parce que je pense qu'il y a quand même une humanité commune. Je pense qu'un appartement qui est bon, il est bon pour tous. De même qu'une cuisine qui est bonne, elle est bonne pour tous. Quand c'est mauvais pour tous. Et moi, je crois ça quand même. Voilà. Par rapport à d'ailleurs cette question de la diversité des logements à l'intérieur d'un même immeuble, je voyais tout à l'heure dans le diaporama d'Alain un petit dessin d'Hudson, de Jørn Hudson. Hudson a fait une opération au Danemark, plusieurs opérations qui sont imaginées à partir d'un principe qui est le principe de la maison chinoise, la maison pékinoise exactement. Et il a dessiné 2 superbes opérations à partir du principe de la maison en patio. Ce principe décline un modèle de maison, un type de maison, en le faisant varier en fonction. Alors il y a des maisons 3 pièces, des maisons 4 pièces, des maisons 5 pièces, et de sorte qu'il y a une répétition et une variation, comme en musique. Vous savez, il y a une répétition, mais la même phrase se répète, mais pas tout à fait pareil. Et du coup, ça donne une opération assez extraordinaire. Donc, juste pour revenir sur ce point, mais je pense que c'est une difficulté, cette difficulté. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez là-bas, moi, il me semble que ce que je trouve intéressant dans la citation de Vitruve que vous avez faite tout à l'heure, c'est que c'est une citation qui réunit. Et je n'opposerai pas l'architecte au social, parce que dans Vitruve, ce qui est intéressant, c'est que ça réunit. Firmitas, il faut que ça tienne. Utilitas, il faut que ce soit utile. Et Venustas, il faut que ce soit beau. En fait, c'est un trépied. Et si vous enlevez l'un des pieds, ça ne tient pas. C'est-à-dire, si vous faites un truc qui est solide et qui est beau, mais qui ne sert à rien, ça ne tient pas. Si vous faites un truc qui est utile et qui est beau et qui ne tient pas debout, ça ne tient pas. Si vous faites quelque chose qui est solide, qui est utile et qui est affreux, le problème, c'est que ça tient souvent et ça tient trop longtemps. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'architecturalement, ça ne tient pas. Et que, justement, c'est un équilibre dynamique. Et il ne faut pas séparer ces choses, parce qu'elles sont liées. Parce qu'une chose qui est moche, elle ne va pas durer. On ne va pas avoir envie de la garder. Donc, vous voyez, ces choses communiquent.
C'est ça qui est intéressant. Donc je n'opposerai pas, parce que c'est toujours pareil. Si on oppose les choses, si on oppose la beauté à l'utilité, il n'y a pas de solution. C'est sans solution. Donc c'est un équilibre dynamique. C'est vraiment l'équilibre du trépied. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention jusqu'ici. Je pense que ça a été très intéressant. On termine sur Cisa et Vitruve, donc on ne pouvait pas mieux terminer. Merci en tous les cas à tous les participants et puis rendez-vous jeudi prochain au Luxe.